La coupole, le bœuf sur le toit, Flo ou Bofinger sont quelques-unes des légendaires brasseries parisiennes du groupe de restauration que pilote mon invité. Mais il a aussi des chaînes de restaurants comme Hippopotamus ou Maître Canter, entre autres. Autant dire qu'avec le printemps et l'été, et dans un pays aussi touristique que le nôtre, on entre dans une saison cruciale pour le groupe Flo et ses enseignes. Plus largement, le secteur est aussi, on le sait, très sensible à des éléments comme le pouvoir d'achat ou le moral des ménages. Alors autant dire qu'entre les rémanences de la crise et un pays déprimé, ça n'a pas dû être rose tous les jours, sans compter avec l'épée de Damoclès qui pèse sur la TVA en baisse et dont on parlera avec ma consoeur Cécile Cornudet des Échos dans la deuxième partie. Dominique Giraudier, le directeur général du groupe Flo, est l'invité de Leader. Alors Dominique Giraudier, j'imagine que comme tous les patrons, vous allez sur le terrain voir les différents établissements, les différents restaurants, mais d'évidence. Mais c'est un plaisir en plus. Chez nous, c'est un plaisir. C'est-à-dire qu'il y a pire dans la vie, vaut mieux ça en effet. Mais quel est celui, allez, donnez-moi un, celui où vous avez envie d'aller avec. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Bah oui, je sais, une torture. Ouais, allez. Je ne peux pas dire un. C'est chacune de nos belles brasseries correspondent à un moment de vie. Donc quand je sors de l'opéra, c'est Bofinger à la Bastille. Ouais. Ça, c'est en face, c'est pas dur. Bah oui, c'est juste en face, mais c'est magnifique, un beau décor, et on est transporté au siècle dernier, c'est fabuleux. Une belle après-midi ensoleillée, la terrasse du Vaudeville, en face du Palais Brognard. Extraordinaire. Et je ne parle pas de la cour des petites écuries. Donc, vous voyez, très difficile de se prononcer. Truc historique. Allez, plus sérieusement, enfin, disons plus prosaïquement plutôt, l'année 2010 a été celle du redressement. Est-ce que le groupe Flo a été en danger pendant cette crise 2008-2009 et quels enseignements vous tirez d'une sale période pour le secteur de l'hôtellerie-restauration? Nous avons été en danger, comme tous les restaurateurs et une partie des hôteliers français, avec une crise sans précédent. On n'a pas connu une crise aussi profonde, aussi terrible que cela, depuis la création du groupe qui date de 68. Donc ça a bouleversé considérablement les lignes. En termes de mode de consommation, en termes également sur le plan économique, on a vu disparaître 30% de notre activité en l'espace de quelques mois. Donc c'est quelque chose de très violent. Est-ce que vous avez été obligé de ramasser la toile, vendre par exemple, vendre des établissements, soit d'une des marques, d'une des enseignes que vous avez mais qui n'était pas rentable parce que mal placée, soit vendre des mini-enseignes ou des mini... Oui, c'est l'enseignement de toute crise. Hein. On se reconcentre sur ce qui marche bien et on fait le ménage. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc on a fait des arbitrages sur des marques qui n'étaient plus forcément au top des attentes du consommateur. C'est Bistro Romain que nous avons là aussi arbitré et que nous sommes en train de transformer sur nos autres marques. Et puis en effet, on analyse les enjeux stratégiques du groupe et puis on se concentre en effet sur ce qui fonctionne et ce qui correspond aux attentes du consommateur. Donc la crise est un moment étonnant pour un manager. C'est certainement... Pour moi, ce qui est le plus passionnant, c'est là où les entreprises bougent le plus. C'est soit elles arrivent à survivre, elles sortent plus fort de la crise, ou alors elles meurent. Ouais, ce qui ne vous tue pas ne vous rend plus fort. Dominique Giraudier, est-ce que le fait d'être dans une quinzaine de pays à part la France et mélanger les pays matures et les pays émergents, ça vous a aidé, ça vous a pénalisé? Est-ce qu'il y a des pays où vous regrettez d'être allé au regard de la crise? La restauration à l'étranger, c'est quelque chose de très difficile, contrairement aux idées reçues. Oui, parce que c'est très culturel, la restauration. C'est très culturel, donc chaque fois, il faut réadapter à la demande, il faut réadapter aux usages locaux, il faut mettre en place des circuits d'approvisionnement pour maîtriser les produits, parce que c'est un des éléments clés de notre secteur. Ça, on en parlera dans la troisième partie avec Catherine Dumas. C'est un enrichissement, parce que on découvre d'autres fournisseurs, d'autres produits, d'autres cultures, et il en reste forcément quelque chose. On réadapte aussi, on importe à nouveau des idées, donc ça c'est enrichissant. Mais c'est un exercice qui est très compliqué. Alors, est-ce que vous avez baissé les prix pendant cette période? Est-ce que ça a été la variable d'ajustement, ça a été les salariés, les prix? La réponse est oui, de manière assez substantielle, puisqu'il faut savoir aujourd'hui que nous sommes sur des prix qui sont ceux de 2007. C'est quoi le prix moyen dans
toute marque confondue. Allez, le médian, toute marque confondue. Le groupe a une particularité, hein, c'est qu'il couvre un segment assez large. Oui. La pizza à 15 € et la brasserie à 45-50 €. Donc on a un axe médian. Et le cœur du marché aujourd'hui se fait en service à table autour de 20 € à peu près. Et de baisser d'1 €, d'1,5 €, ça joue. C'est très sensible. Nous avons, pendant cette crise, nous avons observé que des consommateurs changeaient de trottoir pour 1 €, voire 50 centimes sur un produit référent. Mais c'était quoi? C'est une question de principe, plus qu'autre chose, non? Au-delà du principe. Il a fait l'effort, lui, j'y vais. Il n'a pas fait l'effort, j'y vais pas. Il y a cet aspect-là, hein, sur lequel on pourra revenir, qui est le traitement de la baisse de la TVA, mais également psychologiquement, et c'est un phénomène qui est en train de réapparaître. On voit aujourd'hui, pour 1 €, que pour une formule packagée, pour une réassurance de prix, tout compris, le consommateur pour changer de trottoir. 1 €, voire 50 centimes. Donc il y a des prix psychologiques, il y a des produits phares. Est-ce que vous avez des stratégies totalement différentes entre justement les brasseries un peu haut de gamme ou là franchement même pour 2 €, vu le prix d'addition, je dis pas qu'on s'en fout, mais c'est pas une incidente fondamentale. Détrompez-vous. Chez Flo ou à la Coupole. Détrompez-vous. Pour le déjeuner, nous avons vu en particulier toute notre clientèle professionnelle faire très attention à ces additions. Oui, en note de frais, oui. En note de frais en particulier. Maintenant, oui, chaque marque a sa propre identité, a sa propre stratégie commerciale, marketing. Et ça va plus loin. Dans les brasseries, chaque restaurant a sa propre offre et échange quotidiennement et traité de manière artisanale. Ça, je peux comprendre, parce que la brasserie, c'est une marque à elle seule. Oui. Mais la Coupole est une marque à elle seule, Beaufinger est une marque à elle seule. Tout à fait. Voilà. Mais quand on est chez Hippopotamus... Oui, alors je vais vous dire, là, c'est une chaîne, là, au contraire, c'est normé. Là, c'est une chaîne. Ceci dit, aujourd'hui, nous respectons les régions, parce qu'on peut avoir des offres spécifiques de vin, on peut avoir des produits terroirs, on peut avoir une race de viande locale que nous allons adapter à un environnement géographique particulier. Donc, et aussi avec des notions de prix. Donc, le penser aujourd'hui global, mais l'action locale, plus que jamais, est au cœur des stratégies marketing d'offres qui correspondent à nos métiers et de services et de distribution. Dominique Giraudier, 2 petites questions. D'abord, comment vous voyez 2011, maintenant qu'on a bien entamé quand même? Écoutez, 2011, je suis, moi, très prudent sur cette année 2011. Nous avons ressenti... oui, pas très confiant, parce que nous avons un environnement qui est à peu près celui que nous avions en mars 2008. Inflation des matières premières, en particulier une hausse du baril qui a des répercussions sur la pompe. J'étais hier dans une station-service, le pompiste me disait, écoutez, c'est terrible, je me fais engueuler tous les jours, c'est trop cher. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des tensions aujourd'hui inflationnistes qui ont des répercussions et qui vont avoir des répercussions sur les arbitrages des consommateurs. Oui. Un plein d'essence, je fais le plein ou je vais au resto. Exactement. Un plein d'essence aujourd'hui, c'est 10% du revenu moyen des ménages français. Donc il arbitre, et la première chose qu'il arbitre, c'est le loisir. Il garde son téléphone portable, il garde sa connexion Internet. Ça, c'est une priorité. Maintenant, c'est devenu une priorité. Par contre, il arbitre sa sortie au restaurant. Donc très prudent pour 2011. Donc prudent parce qu'en effet, on est arrivé dans des zones, pour moi, où l'on voit très bien qu'il y a des problématiques. Et à nouveau, on retombe sur des perceptions là assez sensibles. On revoit réapparaître l'exigence du prix, on revoit réapparaître des changements et des modifications de comportement. On ne consomme que 2 plats à la place de 3. On prend moins de vin. Mais c'est la diététique aussi. Pas uniquement la diététique. Alors c'est vrai qu'on arrive à la proximité de l'été, donc le maillot de bain, l'effet maillot de bain a un effet dramatique pour le restaurateur. De tout individu. On préfère l'hiver en restauration. Très très vite, on va passer à la deuxième partie. Est-ce qu'il vous manque dans le groupe Flo un style de restauration que vous aimeriez avoir? Écoutez, qu'il va vous falloir avoir à terme? On a une couverture aujourd'hui qui est très large, qui couvre pour moi les stars de la restauration d'aujourd'hui. Il y a, je pense, aujourd'hui une influence qui est en train de monter, qui est la restauration asiatique et sino-asiatique, qui peut-être jouer un rôle demain dans l'environnement de la restauration. De Flo, on est déjà très très gâtés. Absolument. Mais je retiens l'info quand même que vous intéressez à la restauration asiatique. Alors je le disais tout à l'heure, la baisse de la TVA est peut-être un peu remise en cause. En tout cas, l'épée de Damoclès existe. Cécile Cornidet a voulu l'évoquer avec notre invité, mais auparavant, on regarde le sujet. C'est signé Cécile Sixou.
2009, les restaurateurs signent un contrat d'avenir avec l'État. Objectif, faire passer la TVA de 19,6% à 5,5%. Ils prennent alors plusieurs engagements. D'abord, créer 40 000 emplois en 2 ans. Ensuite, baisser les prix des plats de 3%. Et enfin, améliorer les conditions sociales des salariés. 2 ans plus tard, le bilan est en demi-teinte. Au total, seulement 25 000 emplois ont été créés, même si on assure que la mesure a permis le maintien de 30 000 emplois. Concernant la baisse des tarifs, elle n'atteint pas le niveau escompté puisqu'elle n'est que de 2,1%. Pour le gouvernement, la note reste salée puisque cette mesure entraîne une perte de 2,4 milliards d'euros par an. Il n'empêche qu'elle est maintenue et même renforcée puisqu'en avril 2011, les restaurateurs ont signé un avenant au contrat avec le gouvernement. Cette fois, ils s'engagent à créer 80 000 emplois supplémentaires d'ici à juillet 2015, à augmenter de 25% les investissements qui seront portés à 5 milliards en 4 ans et enfin l'amélioration de l'apprentissage. En revanche, les restaurateurs restent frileux sur une nouvelle baisse de leurs tarifs. En effet, la montée des prix des matières premières les pousserait à l'inverse à les augmenter. Cécile, vous qui connaissez bien quand même toute l'économie politique, on va dire, votre sentiment comme ça, c'est quand même l'épée de Damoclès, là, elle risque de tomber sur la restauration? La TVA restauration, disons quand on est à Bercy et qu'on court après les économies, oui. Et quand on est au Parti socialiste, manifestement, ça fait partie aussi des priorités, supprimer la TVA restauration. Est-ce que 2 ans après l'instauration de la mesure, vous avez l'impression quand même d'avoir perdu, vous, pas vous Flo, mais vous profession, la bataille de la communication sur cette histoire? La communication, incontestablement. La communication, oui, la communication auprès du grand public. Je pense qu'il y a une idée reçue qui a été véhiculée, c'est celle qu'en effet les restaurateurs n'ont pas joué le jeu. Restaurateurs, voleurs, finalement, du coup, on pensait que c'était les banquiers qui étaient les plus détestés. On a vu que les restaurateurs, finalement, on n'était pas très loin. Ceci étant, je pense que c'est plus un problème de maîtrise de communication qu'une réalité. On a très mal communiqué sur un premier point, c'est que cette baisse de la TVA, c'est un plan de sauvetage d'un secteur de 200 000 entreprises, de 900 000 emplois, qui, sans cette mesure, serait vraiment aujourd'hui dans une situation catastrophique. Dans la crise, elle a joué un rôle déterminant, cette TVA restauration? J'en suis certain. Et la préserver des emplois, alors on a vu tout à l'heure dans le reportage qu'on a fait, on citait quelques milliers d'emplois. Je pense que ça a sauvé une profession. Je pense, moi, qu'il a été beaucoup plus judicieux aujourd'hui de faire baisser la TVA. C'est ce qu'on va vous dire. Elle n'est pas passée. Pour moi, elle n'est pas terminée. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on se disait à l'instant. On a perdu 30% de notre volume d'activité dans un groupe comme le nôtre qui représente plus de 300 restaurants, 25 millions de clients par an. 30% d'activité, c'est colossal. Sans la baisse de TVA, Groupe Flo aurait eu de très grosses difficultés. Nous aurions été obligés de licencier, de supprimer des emplois, de fermer des restaurants. Le problème, c'est que le gouvernement a un peu vendu cette mesure comme une mesure pouvoir d'achat et que tout le monde vous attendait sur la baisse des prix et que c'est là-dessus que ça a été plus compliqué. Pourquoi? Donc, pour les groupes qui ont joué le jeu, aujourd'hui, le bilan de la TVA est extraordinaire. Parce qu'on a réussi à relancer, et ceci va de la baisse de TVA comme plan de relance. Sur les 30% que nous avons perdus, nous avons, nous, baissé nos prix de plus de 6% en totalité sur toute la période. On a restitué 41% de ce que nous avons reçu, on l'a restitué aux consommateurs avec un plan de relance et nous avons pu regagner à peu près la moitié du nombre de clients que nous avions perdus. Mais la crise n'est pas finie pour autant, parce que l'autre moitié n'est toujours pas là. On a créé, aujourd'hui, nous avons créé en 18 mois 600 emplois nets. 600 emplois nets. Ce qui est colossal. Attendez, par rapport à la sur 900 000 salariés. C'est Groupe Flo, c'est pas la restauration. C'est Groupe Flo sur une entreprise qui emploie plus de 5 000 salariés. Donc, ce qui est déjà une performance importante. Nous avons relancé l'apprentissage, qui est un élément clé. Mais pourtant, on voit toujours des jeunes qui disent on ne trouve pas d'entreprise. Mais nous ne trouvons pas d'apprentis. Voilà, vous voyez, donc c'est dramatique. C'est toujours ce problème d'appariement, comme on dit. Et il faut savoir que dans la restauration, nous sommes encore en déficit de main-d'œuvre. Nous recherchons aujourd'hui des centaines de milliers d'emplois dans ce secteur. Pourquoi? Parce que c'est pas assez bien payé, parce que c'est trop dur. Je pense qu'à nouveau, il y a un problème de communication. Je pense que c'est un secteur. Il faut bien comprendre que la restauration est un secteur artisanal encore en France.
Donc nous avons affaire à des petites entreprises qui n'ont pas les moyens véritablement de communiquer. Et là aussi, la TVA a été fabuleuse parce qu'elle a créé un effet de modernité dans un secteur qui est en train de passer d'un secteur artisanal à un secteur industriel. Avec un avenir pour moi colossal pour notre pays en termes de création d'emplois à l'heure où... Mais justement, l'avenant là, que vous venez de signer, le nouvel contrat avec l'État, parle plus de prix d'ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'on renonce à baisser les prix, pourquoi? mais Parce par que l'emploi? je vais vous dire une chose, c'est qu'au niveau des prix, on est dans un environnement, libéral, malgré tout. Aujourd'hui, on est dans un schéma où c'est la concurrence qui fait baisser les prix des restaurateurs. Quand l'ensemble de nos enseignes, que ce soit Hippopotamus, Table à Pizza ou autres, baissent de 5 à 10% ses prix, tout le trottoir baisse ses prix. Parce que sinon, le consommateur, ce que j'ai à l'instant, pour 1 euro, le consommateur change de crèmerie et de restaurateur. Donc je pense que c'est un phénomène de marché. Donc ça me paraît intelligent d'intégrer qu'il y a un phénomène de demande et d'offre et que le restaurateur, de toute façon, est dans un schéma de compétition et que plus nous avançons, plus cette compétition est délicate parce que aujourd'hui, avec Internet, avec le client et le consommateur est observateur, il y a une sensibilité prix dans notre métier qui est colossale. Mais alors, du coup, on insiste beaucoup sur le volet emploi. La profession s'engage à recruter 20 000 personnes supplémentaires par an jusqu'à 2015. Mais comme vous dites que vous n'arrivez pas à les recruter, comment on fait? Il faut absolument aujourd'hui qu'on arrive à trouver les moyens de rapprocher aujourd'hui les chercheurs d'emploi de ce secteur. Moi, j'ai lancé un très grand appel qui n'a pas reçu encore d'écho. J'invite tous les chômeurs de l'automobile à venir nous rejoindre. Je leur propose une formation, je propose une intégration dans nos métiers, que ce soit en salle et en cuisine. Une formation qui va leur permettre de devenir demain des patrons de restaurants, des patrons de chefs de cuisine. C'est en l'espace de 6 mois. Aujourd'hui, dans une entreprise comme la nôtre, les 2/3 de notre encadrement est issu de la promotion interne, avec des gens qui sont en moyenne, sont partis de la base, sont souvent avec des bacs moins quelque chose. On n'est pas dans un recrutement d'élite. Donc c'est le dernier ascenseur social en France, la restauration. Donc c'est une opportunité fabuleuse. Mais là encore, il faut que l'on rapproche absolument les besoins de ces recherches. Je pense que là, il y a quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire, à promouvoir ce beau métier, à mieux communiquer, à faire valoir tous les efforts aujourd'hui que nous avons faits sur le plan social, sur le plan de l'environnement. Aujourd'hui, tous ces salariés ont une mutuelle, ont une couverture sociale. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est pas les Thénardier. Qui n'existe pas. Oui, on est passé de Zola à quelque chose qui est beaucoup plus sympathique et à flot. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va continuer, Dominique Giraudier. La France est-elle encore le pays de la gastronomie et plus largement du bien manger, comme on dit? La restauration est-elle encore le vecteur de notre excellence agricole? À toutes ces questions, la réponse maintenant, elle est loin d'être évidente. On regarde le reportage signé Alexandra Colino et la sénatrice de Paris, Catherine Dumas, qui travaille beaucoup sur ces sujets, nous rejoint. Dans la vitrine, les articles de la presse internationale témoignent de la renommée du lieu dans le monde. Dans cette boucherie de la région parisienne, on doit commander 3 semaines à l'avance pour une côte de bœuf. L'excellence à la française s'explique ici par la sélection des produits. Parfois, on connaît les veaux depuis tout petit. D'accord, donc vous suivez pendant combien de temps? Pendant 3 à 4 ans, voire ça arrive même à 15 ans. On a des bêtes qui ont 15 ans. Quelques kilomètres plus loin, l'un des meilleurs chocolatiers de France. Ici, l'excellence est aussi une histoire de travail et de temps. Pour obtenir ça, par exemple, au niveau de la pâte de fruits, c'est 3 ans de travail. Le goût, lui, est une culture acquise il y a quelques siècles. La France a ceci de plus. Elle a d'abord eu des rois qui étaient gourmands. Elle a eu des principautés qui étaient gourmandes. Au-delà de la qualité d'un chocolat ou d'une viande, il y a aussi l'art de vivre à la française. En novembre 2010, l'UNESCO a classé le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'humanité. On n'est pas le seul pays au monde à avoir une culture gastronomique dans ce sens-là. C'est-à-dire avoir vraiment la nourriture comme un outil de notre construction culturelle, mais on est un des seuls. Cette différence se fait aussi là où on ne l'attend pas, dans la restauration rapide par exemple. Les McDo en France, il est meilleur que dans les autres pays. Et
l'expérience du McDo en France, elle est très différente du McDo, de l'expérience du McDo ailleurs. Bon, au sens où c'est pas des frites et des hamburgers, c'est aussi des frites et des hamburgers. Mais c'est un endroit où on s'assoit, où on passe un moment de convivialité. Mais si le McDo séduit toujours autant, le goût des bons produits se transmet aussi à la nouvelle génération. La bonne bouffe est dans les gènes français. Votre réaction, Madame Dumas, est-ce qu'on est toujours l'excellence gastronomique? Vous êtes, on en est vraiment sûr? Bien sûr, bien sûr. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le reportage, c'est qu'on disait qu'il y avait un lien très fort entre les Français et l'art culinaire, leur gastronomie, et c'est tout à fait vrai. Oui, mais on a l'impression un peu que c'est en perte de vitesse. D'abord, il y a eu pas mal de reportages aussi, notamment je fais référence à des reportages sur France 2 où on voyait que beaucoup de petits restaurateurs, pas des chaînes bien normées comme celle de notre invité, étaient quand même à la limite de l'arnaque avec des soi-disant des cassoulets ou des confits maison qui étaient un peu bidonnés. Non, il ne faut ce pas genre dire de ça. truc. Bon, forcément, comme dans tous les métiers, il y a forcément des personnes qui ne font pas bien leur métier. Non, je ne crois pas. Et c'est pas en perte de vitesse du tout. D'ailleurs, on vient d'obtenir la reconnaissance de l'UNESCO pour le repas gastronomique des Français. Est-ce que c'est vraiment mérité encore? Est-ce que sûr, Paris, par bien exemple, sûr. par rapport à New York ou Tokyo, à Tokyo, on le sait, il y a plus d'étoiles de restaurants, enfin pas de restaurants, mais d'étoiles données à Tokyo qu'il y en a à Paris. C'est vrai, mais la plupart du temps avec des chefs français qui sont beaucoup exportés. Ça prouve bien qu'il y a une vraie tradition dans notre cuisine française. Et non, je crois que cette reconnaissance est tout à fait méritée. Dominique Giraudier, votre réaction? Moi, ma réaction, je suis très optimiste. Pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est le consommateur qui, une fois de plus, a raison. Moi, je suis très surpris de voir, depuis 4-5 ans, un phénomène de rajeunissement dans nos brasseries, avec des jeunes couples qui viennent dans ces brasseries, avec des jeunes de moins de 30 ans, qui viennent découvrir et redécouvrir des plats de grand-mère qu'ils ont un peu perdus. Et il y a une affinité aux produits de qualité, une recherche de produits de terroir qui n'a jamais été aussi forte. Et il y a un autre aspect qui me paraît important, même dans les chaînes, la traçabilité aujourd'hui, la qualité est devenue un élément de décision et de choix pour aller au restaurant. Donc c'est un atavisme, on l'a bien, il est bien français, et je pense qu'il faut faire très attention, il faut le perpétuer, mais avec des périls latents, donc il faut être prudent. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et vous parlez de l'éducation au goût, et je crois que ça, c'est vraiment en effet très important. On a le devoir d'éduquer les futures générations au goût. Ça commence dans certaines écoles. Bien sûr. Alors ça a commencé avec la semaine de goût, un certain nombre d'opérations. Il faut les développer. Moi-même, je travaille sur ce sujet avec le ministre de l'Éducation nationale, et c'est donc très important que dès le plus jeune âge, on éduque aux différents goûts. Et il faut savoir également que les enfants sont de très bons transmetteurs. Quand ils rentrent le soir chez eux, ils en parlent aux parents, et qui eux-mêmes peuvent de ce fait modifier certaines habitudes. Est-ce que, malgré tout à l'heure on l'évoquait légèrement, mais l'augmentation du prix des matières premières, tous les problèmes que connaît notre agriculture, risquent de faire augmenter les additions et encore une fois de se retrouver dans des arbitrages? Est-ce qu'on n'est pas dans une zone un peu dangereuse? Et comment faire en sorte, question subsidiaire à tous les deux, que les restaurants comme ceux de M. Giraudier soient un peu les vecteurs de notre agriculture aussi, pour les aider? Des matières premières, c'est un vrai souci pour le pouvoir d'achat des Français, on l'a vu. Le gouvernement d'ailleurs a pris un certain nombre de mesures que nous avons commentées il y a environ 3 semaines. Donc c'est un vrai souci. Ceci dit, en matière d'alimentation, je pense qu'on peut-être en réaménageant notre façon de s'alimenter et puis également de s'approvisionner, notamment par les circuits courts, d'autres types de circuits, je pense qu'on peut faire en sorte de bien manger en France pour un prix modique. Il faut que chaque Français puisse s'alimenter correctement pour un prix correct. Dominique Giraudier, même question. Est-ce que dans vos restaurants, vous donnez des ordres à ce qu'on aille au plus près du terrain, chercher dans les, dans les zones Enfin, notre enjeu, nous, c'est de rendre le goût accessible au plus grand nombre. Hein. Avec 25 millions de clients, on n'est pas dans l'élite. On est vraiment dans le grand public. Notre solution à l'inflation, c'est quoi? C'est en effet de supprimer aujourd'hui l'intermédiation, de remonter dans les filières pour avoir une traçabilité, pour pouvoir raconter à nos clients les belles histoires de gens passionnés qui aujourd'hui défendent des terroirs, des territoires, des appellations. Je vais vous citer un exemple. On a passé un accord avec des jeunes agriculteurs qui ont fait une AOC extraordinaire, 4 ans pour faire un bovin avec 1 hectare par bovin et un produit absolument magique, certainement l'une des meilleures viandes au monde. Voilà. Et bien ça, on a, nous,
sponsoriser des jeunes agriculteurs. On est en train de signer avec eux un accord pour rentrer même dans leur société d'élevage pour leur garantir un débouché. Oui, mais et on garantit à nos clients... L'addition va être beaucoup plus salée. La réponse est non. Pourquoi? Parce que nous avons fait un accord tripartite directement avec ces éleveurs à qui nous garantissons un prix correct qui leur permette, eux, d'élever pendant 4 ans des bovins, parallèlement avec un abatteur, et on partage la valeur à 3 de manière équitable. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir. Je pense qu'il y a une redistribution des cartes sur la distribution de la valeur qui nous permettra de redonner du sens en fait à toute notre démarche d'entreprise. Donc ça, j'y crois beaucoup. Catherine Dumas, est-ce que Dominique Giraudier n'est pas un peu un alibi entre guillemets? Je m'explique. Parisien depuis toujours, je suis pas toujours fier des cafés, des brasseries dans lesquelles je vais, ne serait-ce que vis-à-vis de l'accueil, vis-à-vis de la propreté et vis-à-vis des touristes. Et on sait que Paris est quand même une des villes les plus touristiques au monde. Oui, alors ça, je ne vais pas mettre en cause notre invité, bien entendu. Non, mais justement, je dis que c'est un alibi, lui. Oui, c'est pas un peu la vitrine, mais derrière. C'est vrai que vous venez de parler d'un point, c'est l'accueil. L'accueil pour les Parisiens, les Français, ceux qui consomment, qui vont dans les restaurants, mais aussi l'accueil des étrangers. Donc c'est un tout. Et beaucoup sont et mal c'est aimables, vrai que je pense pas loin d'ici, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup à faire. Oui, pas loin d'ici, certainement. Il y a beaucoup à faire, et c'est vrai qu'il faut qu'on travaille sur le fait d'apprendre à sourire, à être aimable, à aussi parler un certain nombre de langues, parce que je crois qu'on a beaucoup à faire. Et je dirais que depuis, quand on parle des touristes, depuis l'arrivée en France, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'arrivée dans les aéroports, l'accueil, et il y a encore énormément à faire. La première impression qui compte. Exactement, et qui est souvent pas la meilleure. D'un mot, puisque vous êtes là, Madame la sénatrice, cette affaire de Palace, que l'un de mes confrères, Christian Mélenchon sur RTL, avait dit délivrer le label Palace par des sous-people ou des demi-people, je ne sais plus comment il avait dit, c'est vrai que ça a beaucoup choqué, ce manque de professionnalisme et de rigueur. C'est vrai. Alors, il y a eu cette affaire des Palaces. Un certain nombre d'hôtels ont donc été nommés Palace sur l'avis d'une commission. Je crois que... Alors, évidemment, en ce qui concerne Paris, il y avait un manque, puisqu'il y a notamment 2 très grands d'entre eux qui n'étaient pas sur cette liste. D'après ce que j'ai compris en parlant avec le ministre, il a l'intention d'améliorer cette liste d'ici la fin de l'année très vite. Tout à fait. Alors, bon, ce que je voudrais dire, oui, il me semble en effet qu'il y a des établissements mythiques comme le Ritz qui doivent trouver leur place. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une appellation qui est tout à fait nouvelle. Donc, bon, forcément, il faut peut-être prendre un petit peu de temps pour la mettre en place, mais en revanche, vous avez raison. Faire appel à des professionnels, peut-être. Oui, bien entendu, ils doivent y trouver toute leur place. Dominique Giraudier, on arrive à la fin de cette émission. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, justement, que des restaurants comme les vôtres, y compris vos chaînes, font partie de l'image de la France, donc évoquait la réponse Madame oui, Dumas. parce que nous avons, nous, des chaînes qui incarnent les produits que consomment les Français aujourd'hui. Le steak frites avec Hippopotamus, alors c'est du steak frites de qualité et de la viande de race à plus de 50% plébiscité par nos consommateurs. C'est aujourd'hui également de la cuisine italienne ou de la pizza. Les Français sont les premiers consommateurs de pizza en Europe, avant les Italiens. Donc c'est en effet, c'est aujourd'hui une vision de ce que consomment les Français, et on est au cœur de la demande en fait des Français. Donc, et puis la tradition avec les grandes brasseries, où on préserve, et là nous sommes les dépositaires d'une forme de restauration à la française qui correspond aussi à un art de vivre. Donc, et là, c'est aussi très important pour nous. Madame Dumas, d'un mot. Oui, sans compter le nombre d'emplois, parce que je crois que c'est très important. Un groupe comme le vôtre emploie beaucoup de personnes, et donc c'est très important pour notre économie également. Merci Catherine Dumas. Merci, et puis à vous. on suivra. À propos, vous disiez des plats bistrot qui reviennent. Moi, au contraire, je trouve que la blanquette de veau que j'adore, elle disparaît peu à peu des cartes. Vous pouvez aller au Balzar. Ah, d'accord. Tous les lundis, vous avez une blanquette de veau extraordinaire. Oui, mais non, mais le problème, pour c'est que vous l'avez pas tous on les va jours. la mettre à la carte. D'accord, ok. Voilà. C'est retenu. Merci Catherine Dumas, merci beaucoup. Dominique Giraudier. Comme d'habitude, vous retrouvez cette émission sur www.publicsénat.fr. Soyez bien sur Public Sénat.